Rebonjour, chers auditeurs, auditrices de Derrière l'image. Toujours une heure de cinéma. Guy Ménard à l'animation, accompagné de Pierre Pajot. Bonjour, Guy Ménard. Et nous poursuivons notre émission avec Éric Falardeau. Bonjour, Éric. Bonjour. Non pas pour parler de Fantasia, mais pour parler de ton nouveau livre. Oui, parce qu'il Dernier livre. il était venu nous voir pour son livre précédent, qui était sur les effets spéciaux. Il était fait en collaboration avec la Cinémathèque. Là, oui, ben dans la foulée de l'exposition pour le 50e, justement, sur l'histoire des effets spéciaux, qui avait été présenté Secret Illusion, la magie des effets spéciaux. Ouais. Exactement. Et dans ce cas-ci, c'est un autre sujet. Hein, c'est le gore, pornographie, fluide corporel, avec effets spéciaux. Ouais, de temps en temps, il y a des liens, parce que bien sûr, il va faire référence aux effets spéciaux pour magnifier les effets aussi bien gore que porno. Il faut rappeler que c'est publié à l'instant même, donc dans la collection, l'Instant Ciné. Oui, c'est une très bonne petite collection, qui est un travail de Jean-Marie Landau, qui nous a donné maintenant plusieurs livres. Il n'y en a pas beaucoup des maisons d'édition qui nous permettent d'avoir des livres sur le cinéma. Alors, tiens, on mentionne cela tout de suite. Ouais. Gore, pornographie. L'idée, c'est un peu de réhabiliter, habiliter. C'est un ou l'autre, ou en tant que c'est phénomène en tant que genre? Oui, ben en fait, je dirais pas tant réhabiliter que d'essayer de dépasser peut-être les présupposés qu'on peut avoir par rapport à ce genre-là, puis peut-être des fois les appréhensions. Pas nécessairement de les aimer, mais en tout le moins d'essayer de les comprendre pour essayer justement de voir la mécanique. Et peut-être moins dans le cas du gore, mais dans le cas de la pornographie, donc peut-être en démythifiant la chose, ça nous permet aussi de contrer peut-être certains néfastes que ça pourrait avoir, parce qu'on comprend la construction de ce type de film-là. Donc oui, il y a vraiment cette idée-là derrière le livre. Oui, parce qu'en fait, je devrais reprendre. C'était considéré comme des sous-genres et toi, tu l'abordes plutôt comme un genre. Avec, finalement, tout ce que ça l'introduit. Des définitions, avec des codes. À la limite, on pourrait presque parler d'acteurs et ainsi de suite et d'auteurs. Là. Oui, effectivement. Ben, c'est ça l'idée, c'était d'aborder ces deux genres-là dans leur complexité. Donc, en disant, justement, c'est des genres qui ont leur propre sous-genre eux-mêmes. Donc, c'est pas juste des sous-genres. Bon, la pornographie, oui, c'est simple, on le dit puis ça fait du sens. Mais dans le cas du gore, souvent, justement, c'est énormément associé au cinéma d'horreur, au cinéma fantastique. Mais malgré tout, il y a quand même toute une tendance qui se détache un peu pour prendre ses propres codes puis devenir un genre, donc avec des sous-genres, le gore horrifique, le gore plus grotesque, le gore humoristique, le gore... Donc, toute une déclinaison là, qu'on a vu un peu partout. On pense au Québec, par exemple. Donc, le gore humoristique, on peut penser à Turbo Kid avec Roadkill Superstar. On peut penser le gore un peu plus métaphysique avec Subconscious Cruelty de Karim Hussein. Donc, il y a vraiment toute une complexité à ces genres-là qui est intéressante de décortiquer, mais également de voir comment ces deux genres, finalement, à l'étude-là, ont une structure similaire dans la construction narrative, la construction formelle également. Ouais. Mais tu fais des parallèles avec d'autres genres aussi. Moi, ça m'a semblé intéressant que tu le fasses. Parce qu'à un moment, tu fais un détour par la comédie musicale. Moi, j'aurais ajouté le burlesque aussi. Parce que cette idée qu'il y a dans ce genre de film, comme dans les autres, là, t'appelles des parenthèses, t'emploies le mot parenthèse, en tout cas, là, des segments. Moi, je me souviens quand je parlais de la comédie, le gag. Le gag est une unité. C'est-à-dire, tu peux le couper, là, il y a le début puis la fin. Hein? Tu parles dictateur de Chaplin, mais tu parles de la scène du ballon. Donc, c'est comme si il y a des morceaux d'anthologie, guillemets, et ça aide à construire, pas le récit, mais ça aide à créer un intérêt pour les comédies. Ça aide à créer un intérêt pour la comédie musicale. Là, c'est la meilleure tune avec la plus belle danse. Mais c'est comme, pour toi, dans le gore et le film porno, il y a des films, puis t'en cites un bon nombre. En fait, je suis impressionné par la quantité de films que tu peux citer, Eric. Avec parfois, il y a des segments que tu décris assez en détail. Donc, ce sont ces parenthèses-là qui sont importantes. Je considère que oui, c'est un peu justement le parallèle avec la comédie musicale, ou même la comédie est juste, parce qu'en fait, quand on va voir ce type de film-là, aller voir un film pornographique, c'est pour aller voir du sexe à l'écran. Là. Je veux dire, c'est pas nécessairement juste pour aller voir l'histoire. Là. Donc, l'intérêt, c'est ce type de scène-là. Et ce type de scène-là, justement, ça devient
bon, des parenthèses, on peut les nommer un peu de toutes sortes de choses, mais c'est là que l'intérêt se situe pour le spectateur, puis également pour le genre, puis pour les créateurs, parce que étant donné que c'est très codifié, très normalisé, c'est là aussi qu'on peut voir les inventivités des cinéastes, comment ils peuvent recréer les choses, comment ils peuvent nous surprendre par des types de cadrage, par une construction aussi de ces scènes-là. Donc, effectivement, c'est la même chose avec le gag. Hein. On va construire le gag jusqu'à ce qu'il arrive. On va trouver ça drôle. Après ça, on va passer à un deuxième, un autre. Puis la comédie musicale, c'est avec les chansons. Le parallèle avec la comédie musicale que je trouve intéressant, c'est que, particulièrement par rapport à la dimension du cinéma pornographique, c'est qu'on a un peu les mêmes niveaux, en fait, d'imaginaire, c'est-à-dire que souvent le numéro, la parenthèse qui est pornographique qui va arriver, soit va nous garder dans la réalité, puis qui va nous faire passer entre deux personnages une relation, soit on va tomber dans un monde imaginaire, un peu comme dans la comédie musicale, quand tout d'un coup on se retrouve sur un plateau de danse plutôt que d'être dans le... Donc, il y a vraiment beaucoup de parallèles à faire au niveau, en tout cas, de la narrativité, là, ça c'est sûr, de la narration. OK. Et toi, c'est beaucoup des analyses narratives, en fait, hein? Oui, effectivement, en fait, je passe beaucoup de temps là-dessus, mais ensuite, je décortique par rapport à l'utilisation du gros plan. Du gros plan à la fois visuel et sonore, du chant, du hors-champ, du reaction shot, sont majeurs pour ces genres-là qui essaient en bout de ligne aussi de faire passer des sensations, des émotions. Et donc, le gros plan permet d'avoir un certain toucher visuel, une certaine texture, d'insister là-dessus. Le reaction shot permet aussi de décoder peut-être ce qui se passe pour les personnages, donc ce qu'ils ressentent, puis de nous aider un peu, de nous guider, parce que des fois, ça devient un peu abstrait là, quand certains types de scènes gore ou même pornographiques, là, quand on prend le temps de juste regarder l'image, là, j'aime bien dire, des fois, on regarde un film porno, puis il y a un gros plan de pénétration, puis à un moment donné, on voit plus rien, là, on voit juste des choses qui bougent, puis c'est quasiment un piston dans une machine, là, puis il y a quelque chose de très abstrait que j'aime beaucoup, mais justement, cette importance entre le reaction shot, le plan large, le gros plan, pour bien contextualiser puis comprendre ce qui se passe. Est-ce qu'il y a une dimension historique à tout ça? Moi, dans le cas, je peux revenir sur le gore tantôt, que je connais un peu plus, je crois. Mais tu sais, moi, je me souviens, là, ce qu'on appelait le cinéma érotique, que je nomme de même dans mon livre, dans les années des débuts 60-70, la période du pénis flasque, comme je l'appelais. Bon, tu sais... Mais après, c'est passé au porno, en France, la loi de 75 dont tu parles. Là, ça devient... Il y a une accentuation, il y a quoi? Toi, tu parles que ça devient, je te lisais, ça devient maintenant plus, comment je dirais, artistique, ça devient plus... je vous dirais que qu'est-ce qui se passe? Il y a des vrais réalisateurs, il y a des vrais... Tu t'en nommes 2, 3. Il y en a un nom que j'ai déjà vu, Michael Nim, que je connais vaguement. Je connais le nom. Mais donc, il y a des réalisateurs maintenant qui sont... guillemets, des artistes de la porno, là. J'appelle ça de même, là. Oui puis non, oui. Oui, effectivement. En fait, qu'est-ce qui est la grosse problématique du cinéma pornographique, contrairement à la violence à l'écran, qui a toujours été un peu plus acceptée, c'est que majoritairement, elle a été interdite, elle a été légalement pas permise. Donc, il y avait une production pornographique qui se faisait depuis les débuts du cinéma. Donc, ça, c'est pas surprenant. Par contre, essayer de retracer les créateurs, essayer de savoir qui a fait quoi, essayer de... Non, c'est anonyme. C'est impossible, c'est anonyme. D'une part. D'autre part, c'était souvent essentiellement des courts-métrages. Donc, tu sais, puis il y avait un prétexte narratif, là. En fait, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que les années 70-80, voire même 90 pour la pornographie, c'est la période, où justement on légalise un peu partout, on met des normes, mais aussi que le genre s'institutionnalise avec des codes, des structures narratives et essaie d'être narratif. Ce qui n'a pas été la majorité de son premier début, donc c'est-à-dire oui, il y avait des prétextes, mais c'était pas ça encore une fois qu'on voulait montrer. Puis le retour à la vidéo, l'Internet, on revient à cette structure de base qui était celle du stag film des années 10, 20, 30, c'est-à-dire qu'on a un prétexte narratif, des fois pas en tout, puis on nous montre de la pornographie. Les pseudo-amateurs dont tu parles là. Donc pour moi, la parenthèse narrative ou cinéma traditionnel, c'est les années 70, 80, 90 pour la pornographie. Bon, mon autre opinion là-dessus, c'est que pour moi, justement, ça reste une parenthèse dans son histoire parce que c'est pas le propre, ou peut-être le but de la pornographie de faire ça. Elle le fait bien quelquefois, elle peut bien le faire, elle peut aborder des sujets que d'autres genres ne pourront pas faire. Je pense par exemple à Sex World, une adaptation, une parodie de Westworld de Michael Crichton, où justement c'est un parc d'attractions où les gens peuvent avoir des relations avec des robots. Mais tu te rends compte assez rapidement que c'est un film qui porte sur la solitude. C'est des gens qui sont qui sont fait laisser, qui sont plus en couple. Donc il y a vraiment une dimension très émotive et très belle que à travers l'acte sexuel, on exprime différemment de d'autres genres cinématographiques. Mais je veux dire, ça, je pense que c'est une exception qui confirme
que la pornographie s'intéresse à autre chose. Alors que le gore, lui, je veux dire, a peut-être une histoire un peu différente. Le gore existe, moi, dans ma tête. Il existe depuis ses moi, débuts. La Nuit des Morts Vivants, là, que vu au cinéma Outremont en minuit avec de la drogue plein de nez, là, tu sais, ça commençait, là, Evil Dead, je pense que j'ai passé ça même en mes cours à un moment donné. Donc, il y avait comme des... Là, il y a vraiment une espèce d'histoire avec vraiment des cinéastes connus. Là, effectivement. J'ai pris des noms, le Wes Craven, Romero, tout ça, tu sais. Hopper, tu sais, c'est comme là, j'ai l'impression d'être face à... Je sais pas trop, hein. Un peu plus de créateurs. Là, c'est que la représentation de la violence, encore une fois, a été rapidement acceptée. Le premier effet spécial, bon... Dépendamment si on se situe, on avait parlé ici, si on se situe du côté des Américains ou des Français. Mais mettons qu'on se met du côté anglo-saxon, ça serait Execution of Mary, Queen of Scots. C'est quoi? C'est une décapitation. Ouais. Donc, je veux dire, on commence tout de suite en 1895 avec une base de gore, une base de la violence à l'écran. Mais chez Méliès, chez Méliès, parfois, il y a des scènes de... Il y a des membres qui revolent. C'est un peu fantaisiste, mais néanmoins... Puis on sait qu'aujourd'hui, il y a des versions couleurs des films de Méliès où là, il y avait le rouge était présent. Alors donc, mais le gore, on peut, pour s'y arrêter, ça a comme une série de créateurs. Même avant le cinéma, Muybridge filmait déjà des corps. Ça fait longtemps qu'on cherche à filmer le corps. Mais le théâtre, on pense au Grand Guignol qui était le Grand Guignol qui était en France, qui était un genre... Puis même, on peut remonter loin, je veux dire, la tragédie grecque, les gens se font poignarder, ils se font décapiter, je veux dire, c'est pas d'hier. Donc, en fait, c'est plus accepté socialement, le gore. Ben effectivement, la pornographie, il suffit d'écouter les discours qu'on entend dans les médias quand on parle de ce genre cinématographique-là. C'est pas pour en parler en bien, là. Jamais, ou essayer d'en parler d'une façon artistique, certains le font, là, mais je grossis quand je dis ça, mais essentiellement, c'est jamais ce qu'on entend. Ce qu'on va entendre, c'est la perspective médico-légale ou encore la perspective psychologique. Donc, on sait que, je sais pas moi, les agresseurs ont écouté de la pornographie. Oui, mais encore, c'est un genre cinématographique et ça serait peut-être bien de s'y intéresser en d'autres termes. Mais bon, c'est correct aussi, il y a d'autres enjeux. C'est pas mal vrai, ça. Je pense, comment aux États-Unis, par exemple, dans leur contrôle, il faudrait parler de la censure. Des choses, j'aurais mis qu'il y ait un chapitre sur la censure. Il faut jamais dire ça à un auteur, mais j'aurais mis un chapitre sur censure et ces deux genres. Mais regarde aux États-Unis, comment la violence est tolérée dans leurs films et comment ils sont d'un puritanisme. Je parle des films officiels, là, je parle pas de l'underground. Et c'est remarquable, tu as raison, il y a une distinction là, qui se fait au niveau des... Parlons des États-Unis, là, de la censure officielle, là, que... ça peut être très violent, certains films américains, là, sans aller dans le gore, mais on a parlé de nommer Sam Peckinpah là-dedans, là, qui à l'époque l'a été. Et ça, c'est comme toléré, si je puis dire. Ben, même dans les contextes universitaires, c'est surprenant. Récemment, il y a une université aux États-Unis... j'ai un blanc sur laquelle, mais où il y avait justement une série de cours autour du cinéma pornographique, puis il y avait un film qui voulait être présenté, puis ça a été des cas de censure, puis des professeurs qui se sont retrouvés dans le pétrin parce que on montre pas ça aux étudiants. Par contre, on peut montrer justement des films d'éventrement pendant à qui mieux mieux, même on peut montrer des émissions ou des films comme le film par exemple de Zapruder sur la mort de JFK, donc qui se fait tuer, donc je veux dire là c'est du vrai en plus là. Ça on peut montrer ça comme une tente, mais quand on montre des corps d'adultes dans un acte sexuel, tout d'un coup, on vire fou parce qu'on trouve que ça brise l'intimité et la proximité, etc., etc. Donc, il y a toute une série de concepts, je pense qu'on n'a pas encore purgé de notre parcours judéo-chrétien occidental. Et nous sommes en compagnie de... Oui, donc avec Éric Falardeau, afin de discuter de son dernier livre, Le corps souillé. Tu viens de parler du corps, puis j'aimerais ça qu'on élabore un peu plus sur le corps, parce que effectivement au cinéma, c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier. Tu sais, le cinéma contemporain, les grands créateurs contemporains, là, en dehors là, du Gordon, pour eux, le corps, c'est toujours un élément plastique et symbolique et mettre tous les mots que tu veux capital, là, tu sais. On pourrait nommer comme des grands cinéastes, là, qui... Donc, le corps est aussi présent dans ces deux sous-genres, guillemets-là. Ben, il est central, parce que justement, si on montre de la sexualité ou on montre de la violence, ben, c'est qu'est-ce qui subit ça? C'est un corps, là. C'est une enveloppe charnelle, donc qu'elle soit réelle ou qu'elle soit un effet spécial ou peu importe, là n'est pas le point, mais c'est vrai que tout ça se traduit ou s'exprime sur le corps, donc le corps devient une sorte de scène,
Puis ça rejoint énormément quand on y pense les premiers théoriciens du cinéma pour qui les gros plans de visage étaient une chose majeure parce que justement ça devenait des paysages, ça devenait symboliquement, métonymiquement autre chose. Puis dans la pornographie, le gore, c'est un peu la même chose. Je veux dire, on voit pas juste un pénis, là, c'est pas juste ça qu'on nous montre, ça prend une autre valeur symbolique, une autre valeur affective, une autre valeur. Donc on retombe un petit peu dans ces vieilles discussions-là, mais qui sont toujours d'actualité, d'autant plus à l'ère aujourd'hui où c'est Serge Danet qui disait ça, je pense qu'on est à l'ère de l'écran et non plus et non plus du film comme tel. C'est majeur parce qu'il faut penser qu'en 1972, quand tu allais voir Deep Throat, c'était sur un grand écran. Là. Oui, c'était pas sur un petit écran d'ordinateur. Et donc, voir un plan de pénétration sur grand écran dans une salle de cinéma, c'est un monde totalement différent de regarder ça sur notre petit écran sur YouPorn le soir à la maison. Là. Donc, il y a aussi ce pouvoir même de l'image du gros plan et du gros plan projeté sur un grand écran qu'on oublie que le film pornographique a eu à un certain moment. Donc, parce que le livre va plus loin que la seule description, entre guillemets. Il y a une volonté d'analyse. Et c'est pour ça qu'on parle, bien sûr, ici de genre, donc de gore, pornographie et fluide corporel. Et ça, je trouve intéressant comment, ici, toutes ces formes, finalement, de liquide peuvent arriver à avoir une certaine symbolique. Le sang et le sperme étant les deux grands... Oui, mais... les deux ingrédients. Mais il y a la sueur... Non, il y en a bien d'autres. Oui, bien sûr. Oui, mais c'est le fun de voir aussi comment deux genres cinématographiques qui sont toujours un peu aussi en marge, qui sont un peu transgressifs, qui essaient justement de déranger ou, encore une fois, de nous exciter, mais en mettant des choses pas toujours, quand on y pense rationnellement, acceptables. Eux-mêmes ont fini par se polisser dans le type de fluide qu'ils montrent à l'écran ou ce qui est acceptable. T'sais. Si on pense juste à la pornographie... sauf si on fait des recherches, on va vraiment plus loin dans ça, mais par exemple, les menstruations, c'est quelque chose de relativement rare. Dans le cinéma mainstream pornographique, même chose pour tout ce qui est urine, tout ce qui est... Et même sueur, quelquefois, on essaie d'avoir quand même des corps lisses aseptisés, sauf pour le sperme à la fin. Et dans le gore, oui, les personnages peuvent vomir ou quoi que ce soit, mais par exemple, les excréments, on en voit très rarement, là, un peu plus dans le côté humoristique du gore, parce que ça devient comme un gag, justement. On pense, par exemple, à Ash vs. Evil Dead, la série télé en ce moment. Là. Il y a toute une scène autour de ça dans la 2e saison, je pense. Mais même là, encore une fois, on police ce qui est acceptable de montrer dans les fluides corporels, mais encore là, c'est les seuls genres où malgré tout, leur absence et leur présence, qu'elle est là, et devient un point d'orgue ou une figure esthétique, plastique à explorer. Tu sais. Moi, il y a un mot que tu utilises, puis dès le début, j'ai trouvé ça bizarre, la haine. Tu reviens sur un des mots qui était dans le titre de ta thèse, j'ai vu. Oui. Et parce que moi, au départ, si tu mets gore d'un côté et porno de l'autre bord, moi, je me dis, oui, dans le porno, il y a peut-être une haine, ou moi, le mot que j'aimerais prendre, c'est désacralisation. Oui. Parce que toi, tu emploies le mot déification à un moment donné pour parler du porno. Puis ça me plaît. Il y a une forme de déification, parce qu'il faut que les corps, malgré tout, soient beaux, là, au départ. Et de l'autre part, il y a une désacralisation, parce que là, c'est... Mais toi, tu en arrives à dire qu'il y a même pas des similitudes, mais comment tu vois ça, cette idée-là de haine appliquée en particulier au cinéma porno? J'aimerais que tu me précises. Oui. Parce que moi, je te dis, là, je l'ai lu, mais pour moi, c'est pas si convaincant. Okay. Vas-y, on a réussi à me convaincre du lien entre la haine et le cinéma porno en particulier. Ben en fait, moi, ce que je dirais là-dessus, c'est que dans cette volonté, justement, de nous faire oublier notre corps en tant que tel, en le déifiant, désacralisant effectivement aussi, c'est un bon terme, mais en donnant des corps qui sont plus que ce que nous sommes, c'est-à-dire qui sont ultra performants, hyper beaux, hyper musclés, hyper propres, tous les hyper qu'on peut rajouter à cette histoire-là. Dans le cinéma porno, il faut que donc, l'idée, au départ, la fille soit belle, le gars soit musclé, puis qu'il soit capable de faire des choses que personne n'est capable de faire dans la réalité. Là. On s'entend là-dessus plusieurs fois pendant longtemps aussi. Oui, donc, dans cette idée justement de vouloir extraire et puis présenter un corps qui n'a rien à voir avec la réalité, même quand on parle de la pornographie, on dit tout le temps le contraire, mais moi je dis que non. C'est justement, on nous présente quelque chose qui est totalement fantasmé et créé pour la caméra. On se
heurte finalement à un miroir de nos propres limites, de nos propres défaillances, et peut-être même un miroir fantasmatique de ce qu'on n'arrive pas à atteindre. C'est dans ce sens-là que je parle d'une certaine haine par rapport au corps, qui se traduit différemment dans le gore, où justement, là, on nous montre le corps faillible dans toute sa mécanique. Mais en fait, nous, dans la pornographie, on le montre d'une façon différente, dans, en fait, une certaine glorification, une déification, justement, de ce corps-là, qui, en fait, n'a rien à voir avec la réalité. Le spectateur pourrait ressentir une haine quand il voit un film porno. Je pense que oui. Tu penses que oui? Je pense que oui, parce qu'il suffit de prendre... Moi, je vois pas ça, mais continue. Tout dépend. Mais je dis, en général, on va avoir des réactions par rapport aux films pornographiques qui vont être non rationnelles à la base. Soit on va être excité, soit on va être souvent dégoûté. On va faire comme, ça me parle pas du tout. Donc, on a une réaction immédiatement de rejet ou d'acceptation. Et bon... Dans le cas de l'acceptation, tout va bien. On n'est pas dans ce qu'on est en train de dire là, mais quand on a ce fort sentiment de rejet-là par rapport à une scène pornographique, je pense que ça témoigne justement de ce rapport-là. C'est là la distinction que tu fais, le rapport du spectateur avec l'écran ou avec ce qui est montré. Et même en tant que société, tout à l'heure, on parlait de l'acceptabilité de la pornographie, mais je pense que ça témoigne aussi de notre rapport trouble qu'on a à la pornographie, dans ce sens que médiatiquement, dans les médias, on va rejeter le genre, tu sais. On va tout de suite faire comme « c'est dégueulasse, c'est plein de problèmes, c'est pas bon pour telle raison. » Mais en même temps, justement, je pense que ça témoigne aussi du miroir que la pornographie peut nous renvoyer, qui est pas toujours agréable. C'est Laura Kipnis qui écrivait ça dans Ball and Gag, qui est un livre très important de la théorie du cinéma pornographique des années 90. Et elle disait justement que qu'on a suffi à penser, par exemple, au fantasme, je vais avec quelque chose de très gros, là, mais au fantasme des scènes de viol. Donc, il y a des femmes que ça les excite de voir ça représenté à l'écran dans un film pornographique. D'autres, du tout. Et donc, c'est quand même... Selon moi, la majorité ne doivent pas accepter cela. Mais bon. Et voilà, la majorité ne l'accepte pas. C'est ce qu'elle parle en même temps. Elle aussi, elle dit, justement, toute cette dimension fantasmatique-là qui fait qu'à la fois... Certaines personnes peuvent l'accepter, d'autres peuvent le rejeter pour plein de bonnes raisons. Encore une fois, on n'est pas dans le rationnel. On est dans une réponse qui nous rejoint dans des envies, dans des besoins, dans des fantasmes que même des fois on ne s'avoue pas nous-mêmes, mais qu'en voyant l'image pornographique ou un contexte ou un script pornographique fantasmatique, on réagit immédiatement par-delà nous. Et je pense que cet aspect-là, c'est aussi pourquoi beaucoup de gens ont de la misère avec la pornographie. Parce que si on rejette quelque chose rapidement ou on l'accepte rapidement, dans le cadre d'une image pornographique, ça parle beaucoup plus de nous que ça parle de ce qui est à l'image, je pense. Mais il y a un autre aspect qui m'avait un peu frappé, c'est que oui, il y avait cette haine-là, mais il y a aussi un autre, c'est l'angoisse. Oui. C'est-à-dire la représentation, parce que là, oui, il y a un rapport qu'on peut avoir surtout avec ce qu'on voit. Mais toi, tu vas encore plus loin, parce que tu dis que derrière ces images-là, il y a aussi une représentation du monde. Oui. Et là, ça peut devenir intéressant parce qu'on est dans un tout autre registre. Là, on est dans l'analyse, mais on est dans l'analyse finalement, je veux dire, d'un objet qui est cinématographique et sa représentation de ce que les auteurs peuvent aussi penser du monde dans lequel il écrit. Là. Oui, effectivement. Je pense que si un cinéaste est obsédé par le corps dépecé dans des films, là, tu sais, je veux dire, York Budgeright, par exemple, que je cite beaucoup dans le livre, qui a fait Les Nécromantiques, Daughter of the King, Schramm. C'est un cinéaste qui a une vision très nihiliste du monde et je pense que la seule façon de rendre cette vision-là, c'est à travers justement ce type de violence, ce type d'angoisse, ce type d'abjection par rapport au corps, mais également au fluide, également à la violence, les actes des gens, tu sais. Donc, il y a tout un univers qui se traduit figurativement à travers la mise en scène des corps. Donc, c'est plus juste au niveau de la narration, donc il y a un méchant qui en veut au monde puis qui décide de taper sur tout le monde, mais qui rentre justement dans la façon même de présenter les choses, le monde, les corps à l'écran et tout ça. Donc ça, c'est très intéressant parce qu'en fait, ça, encore une fois, ça permet de considérer différemment ces cinémas-là aussi. Ça déborde. Il y a une vision du monde, dans le fond. Hein? Définitivement. Je pense que ces cinéastes-là... Pourquoi, par exemple... un pont, là, mais pourquoi Nagisa Oshima décide de faire l'Empire des Sens avec des plans de sexualité non simulés, donc qui évoquent la pornographie directement, parce que si on prend la définition de la base de la pornographie, mais acte sexuel non simulé à l'écran, pourquoi il fait ça? Donc, parce qu'il y a une vision du monde, il y a un propos qu'il veut exprimer avec ça. Et donc, oui, peut-être que Brian Yuzna, qui a réalisé des séries B dans les années 80-90, on peut pas lui donner la même étiquette d'auteur, mais il y a quand même une vision du monde dans ce qu'il essaie de faire. Et bon, c'est la théorie des auteurs, là, on n'invente rien avec ça, là. Mais je pense qu'il faut accorder à ces cinéastes à la fois pornographiques et du cinéaste d'horreur, gore, leur volonté de dire quelque chose aussi.
Et si tu as des projets de film encore, hein? Oui. Moi, j'aimerais ça que tu transformes ce livre-là en film. Sur l'histoire du porno et du gore, Pierre? Ben, dans le porno, tu ne pourras pas le produire. Avec le gore, ça pourrait donner... Parce que tu pourrais amener des extraits, parce que tu en as de nombreux, qui pourraient être assez convaincants au total. Bon, c'est Guy qui y allait pour nous. Ben, il ne reste plus de temps, Pierre. Donc, on rappelle que le livre de Éric Falardeau est publié aux instants même dans la collection L'Instant Ciné. Donc, Le corps souillé, gore, pornographie et fluide corporel. Et également, nous rappelons que le film de Félix Dufour-Lapeyrière, Villeneuve, prend l'affiche ce week-end, cinéma moderne, et par la suite à la Cinémathèque québécoise. Et nous vous disons à la semaine prochaine. Merci beaucoup, Pierre Pajot. Merci, Georges. Merci. Guy Ménard à l'animation. Et toujours 1 heure de cinéma à Derrière l'image d'Adio Centre.